C'est effectivement ici, à Cadarache, loin de la mer, en pleine Haute-Provence, dans ce bâtiment ultra secret, que nous allons pouvoir visiter le prototype du moteur que l'on est en train de monter sur le Redoutable. On a recréé ici absolument toutes les conditions d'un vrai sous-marin, bien qu'on soit à terre. Au poste de commande, depuis le mois de mars déjà, les futurs équipages, les officiers et les marins s'entraînent et se familiarisent avec la vie un peu spéciale qui règne à bord d'un sous-marin atomique, à vivre tout près d'un réacteur pendant des mois. Cette coursive permet aux hommes d'aller d'un bout à l'autre du navire en passant au-dessus du réacteur à quelques centimètres, et ce, même si le réacteur marche à pleine puissance. Commandant Nachin, vous qui dirigez les stages ici, je voudrais vous demander si vous n'avez pas eu trop de mal à trouver des hommes possédant toutes les qualités requises. Non, absolument pas. Écoutez, leur cyclage technique, et vous le savez, est absolument nécessaire dans le monde industriel moderne où nous vivons. Je sais que c'est une chose qui se pratique beaucoup dans la défense nationale, peut-être plus que dans l'industrie privée, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais savoir si vous n'avez pas eu de mal à trouver des volontaires qui acceptent de vivre dans des conditions pareilles pendant des mois. Non, non. Quand vous êtes marin, quand vous êtes sous-marinier, si vous êtes un bon ingénieur, si vous êtes un bon mécanicien, si vous êtes un bon électricien, ben écoutez, il est tout à fait normal que vous soyez passionné par ces techniques de pointe que représente la propulsion nucléaire. Monsieur Chevalier, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger nucléaire à vivre dans un sous-marin atomique? Vous savez, on a souvent exagéré ce danger. En tout cas, le luxe des précautions prises rend ce réacteur extrêmement sûr et finalement moins dangereux que bien des installations classiques. Pour nous permettre de visiter ce réacteur que nous avons vu fonctionner vendredi soir lors de la première émission de Guerre et Paix, vous avez bien voulu interrompre son fonctionnement. Mettre un réacteur à l'intérieur d'un sous-marin a dû vous poser beaucoup de problèmes, monsieur Chevalier. Certes, il a fallu faire du sur-mesure. Oui, et l'échangeur que nous voyons en ce moment, qui permet de transmettre la chaleur produite par le réacteur sous forme de vapeur aux machineries, eh bien un échangeur de ce genre, ayant les mêmes capacités, il faudrait un volume 4 fois supérieur si on le construit à terre. Autre chose, l'intérêt d'un sous-marin atomique, c'est de pouvoir rester très longtemps en plongée, pendant plusieurs mois. Et pour cette raison, on ne peut absolument pas tolérer de panne. Les mécanismes très délicats, par exemple, du réacteur, qui permettent de contrôler la réaction en chaîne, dans le réacteur dont on voit actuellement la cuve, eh bien, doivent pouvoir tenir le coup pendant des mois sans faillir, sinon on risque des catastrophes. Les pompes aussi présentent de grosses difficultés, il faut qu'elles soient étanches, et le circuit, l'ensemble du circuit, a moins de fuite en un an que ce que l'on tolère habituellement à terre en une seule journée. Pourtant, tout ça fonctionne à 250 degrés, à 140 kg de pression. Notre plus longue croisière a duré... Croisière à terre, Oui, bien sûr. dans les mêmes conditions que si vous étiez en plongée, oui. A duré 113 jours à puissance élevée. Imaginez une voiture qui ferait 1 million de kilomètres sans lever le capot. Oui. Je pense que pour mettre au point ce moteur, vous avez eu beaucoup de difficultés et que ça a dû coûter très cher. Évidemment, le pari n'était pas gagné d'avance. Nous avons finalement abouti dans le délai de 4 ans que l'on s'était fixé, c'est-à-dire plus vite que les Anglais, et à l'intérieur du devis initial de 180 millions de francs en 1959. Pouvez-vous me dire quelles sont les retombées, ce que les civils peuvent attendre de vos travaux, monsieur Chevalier? Bien, nous avons dû inventer des composantes parfaitement sûres pour le réacteur et porter les parties classiques à un niveau de qualité comparable. Vous voyez que les retombées civiles ne manquent pas. Mais n'y a-t-il pas une retombée encore plus importante, puisqu'aussi bien votre réacteur est d'un type tout à fait nouveau et semble-t-il promis un bel avenir? Bien sûr, la retombée la plus spectaculaire serait le lancement d'un programme de centrale électrique à uranium enrichi, question qui est actuellement à l'étude. Et ce qui nous ramène à ce que nous avions étudié vendredi soir à propos de la possibilité de créer une usine d'uranium enrichi civile à Pierrelatte. À vous, Bagneux.